Blueprint 40, l'architecture de l'identité. Chapitre 1. Je suis le programmeur conscient de mon code source identitaire. Je m'installe dans le silence et je sens le poids de mon être, une présence dense et familière. Je porte mon attention sur le sentiment de moi. Pendant longtemps, j'ai cru que ce moi était une chose fixe, une statue de pierre sculptée par le passé, immuable. Je peux encore ressentir le poids de cette croyance, une sensation de fatalité, la lourdeur d'un programme qui s'exécute sans mon consentement. J'étais la machine, subissant ses propres rouages, ses propres limites. Cette perception était une cage, et les murs de cette cage sont en train de se dissoudre dans la lumière de ma conscience. Je ne suis pas la machine, je ne suis pas la statue. Je plonge plus profondément, sous la surface de la personnalité, dans la salle de contrôle silencieuse et froide de mon propre esprit. Devant moi, il n'y a pas de pierre, pas de métal, il y a un écran infini, d'un noir profond, et sur cet écran, des lignes de code phosphorescents défilent en un flux silencieux et puissant. Je ressens le bourdonnement subtil du système, l'énergie pure du potentiel qui attend d'être dirigé. C'est le code source de mon identité. Chaque ligne est une croyance, chaque fonction est un comportement, chaque boucle est une habitude. Et je réalise, avec une certitude qui fait vibrer chaque atome de mon être, que je ne suis pas le programme qui s'exécute à l'écran. Mes mains se posent sur le clavier. Je ressens le contact froid et lisse des touches. Je suis le programmeur. Je suis celui qui a les droits d'administrateur. Je suis celui qui peut lire, analyser et réécrire chaque ligne qui définit ma réalité. Cette prise de conscience est une montée de puissance, non pas agressive mais calme, absolue, souveraine. Je ne suis plus le produit de mon histoire. Je suis l'architecte de mon futur. L'identité n'est pas une chose que je subis. C'est un code que je choisis d'écrire à chaque instant. Et maintenant, le travail de programmation commence. Chapitre 2. Je comprends que mon identité actuelle est une construction, pas une réalité absolue. Je me reconnecte à cette sensation de puissance calme, assis devant le terminal de ma propre conscience. Je suis le programmeur. Je regarde le code qui défile actuellement à l'écran. C'est un programme complexe, ancien, d'une architecture impressionnante. Pendant des années, j'ai cru que ce programme était moi, qu'il était la réalité fondamentale de mon être. Je zoome en arrière. Je ne regarde plus les lignes de code, mais l'ensemble de la structure. Je la vois maintenant non pas comme un code, mais comme une forteresse de pierre, une citadelle magnifique, mais austère, avec ses hauts murs, ses tours de garde, ses douves profondes. Je sens sa solidité, je sens son histoire, et je comprends. Je ne suis pas né dans cette forteresse. Elle a été construite, pierre par pierre. Chaque pierre est une parole de mes parents, une attente de la société, une conclusion que j'ai tirée d'une expérience passée. Je vois les mains d'un enfant, les miennes, qui aidaient à cimenter ces murs, croyant construire un abri, sans se rendre compte qu'il construisait une prison. Je ressens une immense compassion pour ce jeune architecte qui a fait de son mieux avec les plans qu'on lui a donnés. Mais je ne suis plus cet enfant. Je suis le programmeur. La forteresse n'est pas moi. C'est une construction, une version 1.0, une magnifique relique d'un passé qui n'est plus. Elle m'a servi, elle m'a protégé. Mais ces murs sont devenus trop étroits pour l'être que je suis en train de devenir. En comprenant qu'elle n'est qu'une construction, je me libère de son emprise. Je ne suis pas la pierre. Je suis celui qui peut choisir de quitter la forteresse et de construire une cité ouverte sur l'océan. Chapitre 3. J'observe mon code actuel avec objectivité et détachement. Je suis le programmeur. J'ai compris que le programme actuel n'est qu'une version, une construction. Avant de pouvoir écrire une seule nouvelle ligne, je dois comprendre parfaitement le code existant. Toute tentative de modification à l'aveugle mènerait au chaos. Je ne suis plus l'habitant de la forteresse. Je suis l'ingénieur qui en étudie les plans, avec une curiosité froide et un détachement total. Je lance le mode débogage. Mon attention devient un scanner, une lumière analytique qui parcourt chaque ligne de code sans émotion, sans jugement. Je ne lis plus les lignes pour leur contenu émotionnel, je lis pour leur fonction. Je vois une ligne de code, si, situation égale échec, alors réponse égale honte. Je ne ressens pas la honte, je la note. Intéressant, une boucle conditionnelle. Je suis la trace de cette ligne. D'où vient-elle ? Quel module parent l'a installée ? Je vois qu'elle est connectée à une croyance racine. Croyance valeur égale à performance. Je ne juge pas cette croyance, je cartographie simplement la connexion. Je deviens un archéologue de ma propre architecture logicielle. Je suis les dépendances. Je vois comment un petit module de peur du jugement affecte des dizaines d'autres programmes, de ma façon de parler en public à mes choix de carrière. Le processus est méticuleux, précis. Je ne cherche pas à me sentir mieux. Je cherche à voir clair. C'est un acte de pure intelligence, dénué de sentimentalité.
Je ne suis ni fier ni honteux du code que je découvre. Il est ce qu'il est. C'est simplement le système hérité. Et cette observation objective est le premier et le plus puissant des actes de changement. Car en regardant le programme avec le détachement du programmeur, j'ai déjà cessé d'être le programme. Chapitre 4. J'identifie et j'extrais les lignes de code limitantes, croyances fondamentales. Je suis en mode débogage. J'ai une carte claire de l'architecture de mon programme actuel. Je ne suis plus perdu dans la complexité du code. Je vois sa structure. Je vais maintenant passer de l'observation à l'intervention. Je vais commencer à désinstaller les parties du programme qui sont obsolètes, boguées ou qui consomment des ressources inutilement. Je deviens un chirurgien du code. Mon scanner se concentre. Je ne cherche plus n'importe quelle ligne de code. Je cherche les lignes maîtresses, les croyances fondamentales qui agissent comme des variables globales, influençant des centaines d'autres fonctions. Ce sont les piliers de la vieille forteresse. Je pose les questions chirurgicales. Quelle croyance sur moi-même, si elle était fausse, changerait toute ma perception de mes capacités? Quelle croyance sur le monde, si je l'abandonnais, ouvrirait un champ de possibilités entièrement nouveau? Je les trouve. Je ne suis pas assez bon. DLL. Le monde est dangereux. Exe. Je ne mérite pas le succès. .is. Je ne les efface pas d'un coup. Ce serait imprudent. Je les isole. Je les mets en quarantaine. Je les extrais du flux principal du programme. Je crée un environnement de test, un sandbox mental. Et à l'intérieur de ce sandbox, j'examine la ligne de code. Je la déconstruis. Sur quelle preuve est-elle basée? Sont-elles solides? Pourrais-je trouver des contre-exemples dans ma propre vie? Je la soumets à des tests de stress logique. Est-elle universellement vraie? Est-elle utile? Sert-elle la nouvelle architecture que je veux construire? La réponse est toujours non. Je vois la ligne de code pour ce qu'elle est, non pas une vérité, mais une hypothèse obsolète. Une ligne écrite par un programmeur novice il y a très longtemps. Je ne la combats pas. Je la remercie pour le service qu'elle a cru rendre. Et avec une précision froide, je la sélectionne. Et j'appuie sur la touche supprimeur. Chapitre 5. Je dissous les virus de la peur, du doute et de l'indignité à la racine. J'ai supprimé les lignes de code maîtresses. Mais je sais qu'un mauvais programme laisse souvent des résidus, des fichiers corrompus, des virus dormants qui peuvent se réactiver. Ces résidus ne sont pas logiques. Ils sont émotionnels. Ce sont les virus de la peur, du doute et de l'indignité. Je dois maintenant lancer un programme antivirus puissant pour nettoyer le système en profondeur. Je ne vais pas utiliser un antivirus logique. Je vais utiliser un antivirus émotionnel. Je me connecte à la racine de mon système, au niveau du BIOS de mon être. Je ne pense pas, je ressens. Je localise l'énergie de la peur. Je la ressens non pas comme une idée, mais comme une vibration froide, une contraction dans mon corps. Je ne la fuis pas. Je ne la combats pas, je la baigne dans une lumière chaude et puissante, la lumière de la conscience et de la sécurité. Je ressens la vibration froide se réchauffer, sa fréquence augmenter, jusqu'à ce qu'elle se dissolve dans une sensation de paix. Je localise l'énergie du doute. C'est un brouillard gris, une énergie stagnante qui brouille la clarté. Je ne le dissipe pas par la force. Je l'inonde avec la lumière dorée de la confiance en soi, une confiance non pas basée sur des preuves extérieures, mais sur la décision souveraine de me faire confiance. Le brouillard s'amincit et se retire. Je localise l'énergie de l'indignité. C'est un poids lourd, une encre de plomb au fond de mon âme. Je ne cherche pas à la soulever. Je la dissous avec la lumière incandescente de l'auto-acceptation radicale. Je reconnais ma valeur intrinsèque, inconditionnelle. Le poids de plomb se transforme en une poussière lumineuse qui remonte à la surface. Je ne supprime pas seulement les symptômes, je guéris la maladie à sa source. Chapitre 6. Je nettoie le terrain pour une nouvelle programmation. Le vieux code est supprimé, les virus sont éradiqués, je ressens un changement, je me sens plus léger, plus spacieux. Je regarde l'écran de mon terminal, il est presque vide. La vieille forteresse a été démantelée, ses pierres enlevées, ses fondations rasées. Devant moi s'étend maintenant un terrain vague. C'est un espace de pur potentiel. Mais avant de pouvoir construire du neuf, je dois m'assurer que le sol est parfaitement préparé. Je dois nettoyer les derniers débris, labourer la terre, l'enrichir. Je pratique le pardon. Je pardonne aux autres, non pas pour eux, mais pour moi. Je comprends que le ressentiment est un poison que je bois en espérant que l'autre meure. C'est un débris toxique sur mon terrain. Je le ramasse et je le jette. Je me pardonne à moi-même pour les erreurs passées, pour l'ignorance dans laquelle j'ai agi. Je comprends que j'ai fait de mon mieux avec le code que j'avais à l'époque. Je me libère de la dette du passé. Je cultive la gratitude. Je regarde ce terrain vide et je suis reconnaissant pour l'opportunité de construire. Je suis reconnaissant pour les leçons apprises de l'ancienne structure. La gratitude est l'engrais qui rend le sol fertile. Je ressens le terrain devenir prêt.
Il est propre, il est stable, il est riche. Il n'est plus hanté par les fantômes du passé. Il est une toile blanche, baignée par la lumière d'un soleil nouveau. C'est un silence plein d'attente, le silence qui précède la création. Chapitre 7. Je conçois mon identité idéale, alignée sur mes valeurs et ma vision. Le terrain est prêt. Je ne suis plus le démolisseur, je redeviens l'architecte. Je me retire dans mon bureau d'études, l'espace silencieux de ma conscience la plus élevée. Je ne vais pas commencer à construire au hasard. Je vais d'abord concevoir le plan. Je vais dessiner le blueprint de mon identité version 2.0. Je ne commence pas par les actions ou les résultats. Je commence par l'être. La question n'est pas « qu'est-ce que je veux faire ?», mais « qui est-ce que je choisis de devenir ?» Je déploie la carte de ma vision la plus haute, l'étoile polaire de ma mission de vie. Je regarde le bâtisseur de cathédrales, le virtuose du jazz, l'explorateur éternel que je suis destiné à être, et je me pose la question, quelle sorte de personne accomplit de telles choses? Quelles sont ses qualités fondamentales? Je prends ma constitution personnelle, mes valeurs fondamentales. L'intégrité, la liberté, la croissance, la compassion. Ce ne sont plus des concepts abstraits, ce sont les matériaux de construction de ma nouvelle identité. Je commence à dessiner. Je ne me limite pas, je suis un architecte avec un budget illimité. Je conçois un moi qui est l'incarnation parfaite de ces valeurs. Je le vois, il est courageux, non pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il agit malgré la peur. Il est discipliné, non pas par rigidité, mais par amour pour sa mission. Il est bienveillant, non pas par faiblesse, mais par force. Je définis cette identité avec une clarté absolue. Je lui donne un nom, je lui donne des attributs. Je crée un avatar, une représentation parfaite de mon soi idéal. Ce n'est pas un fantasme, c'est un plan d'ingénieur. C'est le modèle que je vais maintenant programmer. Chapitre 8. J'écris des lignes de code puissantes et affirmées pour mon nouveau soi. Le plan est dessiné. L'avatar de mon identité idéale est clair et vibrant. Je retourne à mon terminal de programmation. L'écran est vide, le curseur clignote, attendant mes instructions. Il est temps d'écrire le nouveau code. Il est temps de traduire l'architecture en un langage que mon système peut exécuter. Je n'écris pas des souhaits, je n'écris pas des espoirs. J'écris des déclarations, des décrets, des affirmations. Chaque ligne de code est une déclaration d'identité au présent, comme si elle était déjà vraie. Je suis le programmeur et ma parole est la loi. Je ne tape pas, je vais essayer d'être courageux. Je tape, je suis courageux. Le point-virgule finalise la commande. C'est un fait, je ne tape pas, je voudrais avoir plus de discipline. Je tape, je suis la discipline incarnée. Chaque affirmation est une brique de ma nouvelle forteresse. Je les écris avec une intention et une précision totale. Elles sont positives, elles sont personnelles, elles sont au présent. Je suis une source inépuisable de créativité. Je suis un maître de mon focus. Je suis digne d'amour et de succès. Je ne me contente pas de les écrire. Je les organise. Je crée des modules. Un module pour la santé, un module pour les finances, un module pour les relations. Chaque module est un ensemble de commandes claires qui définissent qui je suis dans ce domaine de ma vie. Je construis un programme complet, élégant, cohérent. C'est mon nouveau système d'exploitation. Le code est écrit, il est sauvegardé, il est prêt à être compilé. Chapitre 9. J'installe le nouveau code par la visualisation intense et l'émotion élevée. Le nouveau code est écrit. Il est stocké sur le disque dur de mon esprit conscient. Mais pour qu'il devienne le programme par défaut, pour qu'il s'inscrive dans le hardware de mon subconscient, un simple copier-coller ne suffit pas. Je dois lancer le processus d'installation. Et le langage de l'installateur n'est pas la logique, c'est l'émotion. Je deviens l'ingénieur de l'installation. Je sais que le cerveau apprend et se recable par la répétition et l'émotion. Je vais utiliser les deux. Chaque jour, dans un état de relaxation profonde, je lance le programme d'installation. Je ne lis pas seulement les lignes de code, je les vis. Je ferme les yeux, je lance la simulation. Je me vois, en tant que mon avatar idéal, en train d'agir dans le monde. Je me vois faire face à un défi avec un courage absolu. Je me vois travailler avec une discipline joyeuse. Je me vois interagir avec les autres avec une bienveillance authentique. Ma visualisation n'est pas un film flou, elle est d'une intensité sensorielle maximale. Je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, et surtout, je ressens ce que je ressens. Je génère l'émotion de mon futur moi. Je ressens la fierté, la joie, la liberté, la paix qui accompagne cette nouvelle identité. Cette émotion élevée est le courant électrique qui grave le nouveau code dans mes circuits neuronaux. Ce n'est plus une simple idée, c'est une expérience. Mon corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. En ressentant l'émotion avant l'événement, je signale à mon corps de se préparer à une nouvelle réalité. Je suis en train de compiler le code. Chapitre 10. J'agis comme si, jusqu'à ce que le code compile en réalité.
L'installation a lieu dans le monde intérieur, mais le test final, la compilation, a lieu dans le monde extérieur. Un code n'est réel que lorsqu'il s'exécute. Je dois maintenant agir en alignement avec mon nouveau programme, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Je dois agir comme si. Ce n'est pas faire semblant. Faire semblant est un mensonge. Agir comme si est un acte de foi, une déclaration de vérité. C'est la décision de laisser mon comportement être guidé par mon identité choisie et non par mes résultats actuels. Je me pose la question à chaque carrefour de décision. Que ferait la version 2.0 de moi-même dans cette situation ? Que ferais je suis courageux? Il aurait cette conversation difficile. Alors, je l'ai. Que ferais je suis la discipline incarnée? Il se mettrait au travail au lieu de procrastiner. Alors, je le fais. Au début, il y a une friction. Mon ancien câblage résiste. C'est inconfortable. C'est normal, c'est le son du nouveau programme qui s'installe. Chaque action, comme si, est un signal que j'envoie à mon subconscient. Ceci est le nouveau moi. Mets à jour tes fichiers. Chaque action est une répétition. Chaque répétition renforce les nouveaux circuits neuronaux et affaiblit les anciens. C'est un processus. Je suis patient, je suis persistant. Et peu à peu, la friction diminue, l'inconfort se transforme en familiarité. L'acte comme si devient simplement l'acte d'être. Le code a fini de compiler. Il n'est plus un programme que j'exécute, il est devenu mon système d'exploitation par défaut. Chapitre 11. Mon identité est fluide, puissante et consciemment choisie. Je suis le programmeur. Je suis assis devant mon terminal. Le programme tourne. C'est la version 2.0. Elle est stable. Elle est puissante. Elle est alignée. Je ressens la différence. Je ne suis plus la même personne. Mais je sais une chose. Ce n'est pas la version finale. Mon identité n'est plus une statue de pierre. Elle n'est même plus une forteresse. Elle est un logiciel. Et un bon logiciel n'est jamais terminé. Il est en constante mise à jour. Je ne suis pas arrivé à une destination. J'ai maîtrisé un processus. Je suis devenu un expert dans l'art de l'autocréation consciente. Je suis fluide. Je sais que je peux continuer à évoluer, à m'adapter, à me réinventer pour le reste de ma vie. Si je découvre un nouveau bug, une nouvelle croyance limitante, je ne panique pas. Je lance mon débogueur. Si je décide d'acquérir une nouvelle qualité, je sais exactement comment écrire le code, l'installer et le compiler. Je suis puissant. Mon pouvoir ne vient pas de la rigidité, mais de cette adaptabilité. Je suis antifragile. Je suis en contrôle. Je suis consciemment choisi. Je ne suis plus un assemblage aléatoire de conditionnements. Je suis le produit de ma propre conception. Je suis une œuvre d'art et un artiste simultanément. Je suis le programmeur, le code et l'exécutable, et je suis prêt pour la version 3.0.